Bonjour à tous. Alors cette vidéo a pour but de corriger des exercices 22 et 26 de votre livre. Alors j'ai fait une petite vidéo parce qu'il s'agit encore une fois d'une utilisation du logiciel et du Python, même si là il y a des questions de physique. Alors, à propos de Python, je vais remontrer quand même pour ceux qui n'auraient pas réussi à le faire la première fois. Donc là je suis sur le livre, je clique ici et vous voyez que je peux récupérer le script Python. Donc je peux l'enregistrer dans un dossier de mon choix. En ce qui me concerne, eh bien j'ai un dossier qui s'appelle Python, programme lycée. Alors il me propose d'appeler ça exercice 22. Oui. Ok. Bien. Alors maintenant nous allons passer à l'ouverture de ce programme. Donc là, j'ouvrais du Python. Voilà. Donc ouvrir exercice 22. Voilà, c'est lui. Alors, là, il n'y avait rien à compléter dans cet exercice. Il y avait juste des questions qui demandaient comment ça fonctionnait. On peut déjà regarder si ça fonctionne. Avec la flèche d'exécution sur laquelle je viens d'appuyer en vert. Donc voilà, on voit bien qu'on a une chronophotographie du mouvement. Et on décrira ce mouvement un petit peu plus tard, à la fin de la correction de cet exercice. Voilà. Donc définir le système étudié et le référentiel, c'est la première question de cet exercice. Bien, le système étudié était le mobile autoporteur et le référentiel terrestre. Alors, je vous montrerai en fin de vidéo à quoi ressemble un mobile autoporteur. Il y en a un au lycée. Vous ne l'avez pas encore utilisé, mais je vous montrerai une petite vidéo qui vous permettra de voir à quoi ça ressemble. La deuxième question rentre un petit peu plus dans le détail et nous demander d'expliquer à quoi correspondaient les variables n et dt. Alors effectivement, ici on voit une variable qui s'appelle n, et on y dit que n doit être égal à 5. Bon, vous aviez deviné, il s'agit du nombre de points, puisque on va avoir 5 positions, 1, 2, 3, 4, 5. 5 positions différentes pour x, et donc les positions pour y, elles sont nulles, vu que le mouvement se fait suivant un axe horizontal. Ensuite, dt, eh bien dt cela correspond à l'intervalle de temps qui est entre deux points. Donc ici dt est égal à 0,4, ça correspond à 0,04 secondes. Et en fait, dans l'énoncé d'exercice, on nous dit bien que on repère la position du centre d'un mobile toutes les 40 millisecondes. Voilà. Ensuite, question 3, on nous demandait d'expliquer les instructions des lignes 5 et 6. Alors les lignes 5 et 6, elles sont 1, 2, là et là. Donc voilà, les lignes 5 et 6, eh bien c'est la création d'un tableau à partir d'une liste. Array, ça va être le tableau. Notez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un tableau, puisque là on va pas utiliser vraiment les fonctionnalités de ce tableau. C'est-à-dire que ce programme, j'aurais pu le modifier. En l'utilisant tout simplement avec des listes. Donc là je suis en train de modifier ce petit programme pour vous montrer que la fonction tableau n'est pas vraiment pertinente pour cet exercice. Donc il n'y avait pas besoin d'importer ce numpy ici, c'est une bibliothèque qui permet d'utiliser les tableaux. En fait j'aurais pu donc simplifier ce programme. Et après quand on appelle ici un peu plus loin x entre crochets k plus 1, x entre crochets k, et bien ça se réfère à cette liste. On n'a plus un tableau mais une liste. Vérifions quand même que ça fonctionne toujours. Parfait. Voilà, c'était donc une petite variante à cet exercice.
Ensuite, on réalise une première fois la boucle for pour k égale 0. Donner la valeur renvoyée par l'instruction de la ligne 18 pour k égale 0. Alors là, j'ai simplifié un peu un petit peu le script. En fait, la ligne en question, c'est celle-ci. Voilà. Donc, si je veux mettre du texte sur Python, eh bien, c'est possible. Il faut mettre, ça permet d'expliquer, si vous voulez, un petit peu des instructions. Il suffit de mettre le symbole dièse comme ça, et il ne le prendra pas comme une instruction de programme. Donc moi, je peux par exemple taper ma correction là. Pour k égale 0, et ben si vous remplacez k ici par 0, ça va faire x1 moins k égale 0, ça fait x0 divisé par dt. Donc en fait ici, ça revient en fait à faire le calcul. Vx est égal à x1, allez, je vais écrire ça comme ça pour aller plus vite, moins x0 divisé par dt. Voilà. Et comme dt, on lui a demandé de prendre 0,04, ça fera ça. Alors, si vous faites le calcul, si vous allez chercher dans la liste x1, et ben, ça c'est x0, ça c'est x1. Donc ça va faire 12, moins x0, 0, donc 12 moins 0, divisé par 0,04. Alors moi j'ai calculé que ça faisait 300. Alors a priori, les listes ici ont été créées en centimètres. 12, 21, 27, 31, ce sont des centimètres. Et donc on l'a divisé par des secondes. Si je veux mettre une unité, ça va faire des centimètres par seconde. À quoi correspond cette valeur? Je suis toujours à la question 4a. Eh bien, cette valeur, c'est la vitesse au point 0, c'est-à-dire la vitesse au premier point. Question B. Que permet de tracer la fonction pltQuiver sur le graphique pour k égale 0? Alors cette fonction, j'en ai déjà parlé lors de la première vidéo. C'est une fonction qui permet de tracer un vecteur, et en particulier le vecteur vitesse. Voilà. C'est-à-dire que on va lui demander aux coordonnées, alors par exemple pour k égale 0, on va lui demander aux coordonnées du premier point, x0, y0, de tracer un vecteur dont la longueur est, bien, pour l'axe horizontal, une longueur Vx, et pour l'axe vertical, 0. Voilà, on lui impose 0. On aurait pu le calculer nous-mêmes, en fait. Il aurait suffi de définir le calcul de Vy ici par une ligne. Mais comme dans notre cas, on a un mouvement rectiligne et horizontal, on aura toujours Vy égale 0. Donc voilà pourquoi ça ne sert à rien de lui demander de le calculer. Voilà. On nous demandait pardon, de répondre aux questions, les mêmes questions pour k égale 1. Donc, alors très rapidement, pour k égale 1, ici on va avoir k plus 1, ça fait 2. Donc on va demander, lors de la deuxième itération de cette boucle, c'est-à-dire lorsqu'on l'a fait faire la deuxième fois, eh bien on va lui demander de calculer x2 moins x1. Voilà, donc x2 moins x1, ça va faire 21 moins 12. Divisé encore par 0,04. Et là, moi j'ai trouvé 225. Donc la deuxième fois qu'on va faire ça, on va avoir 225 cm par seconde. Et puis, si on répond à nouveau à la question B, eh bien on va lui demander de tracer également le vecteur vitesse pour ce deuxième point. Et voilà. Et donc il va faire la boucle, eh bien, il va faire la boucle 5 fois. Je relance le programme. Non, 4 fois, excusez-moi. Il va faire la boucle 4 fois. Et donc il aura tracé 1, 2, 3, 4. Pourquoi il ne le fait pas une dernière fois? Parce qu'on lui demande à chaque fois de faire le point d'après moins le point qui nous intéresse, au niveau de la position, divisé par dt. Sauf que quand vous êtes au dernier point ici, le point d'après n'existe pas. Donc si vous lui mettez dans le programme ici n et pas n-1, eh bien il va tout simplement vous mettre une erreur parce qu'il va aller chercher une valeur qui n'existe pas. Enfin, la dernière question pour cet exercice était de décrire le mouvement du système dans le référentiel d'étude. Bien, on voit que la longueur des vecteurs diminue, ça veut dire que la valeur de la vitesse
instantané diminue à chaque fois. Par ailleurs, on voit qu'on a un mouvement rectiligne, puisque la trajectoire est une droite. Donc, on va parler de mouvement rectiligne, mais non uniforme. On peut dire aussi mouvement rectiligne ralenti. En général, on n'utilise pas trop le terme décéléré, mais disons qu'en classe de seconde, si vous répondez mouvement rectiligne non uniforme, cela suffit. Voilà pour ce premier exercice. Voilà, je vous avais dit que je vous montrerai un mobile autoporteur. Donc on en a un au lycée également. En fait, il s'agit de cet objet qui est alimenté avec de l'électricité pour actionner une pompe à l'intérieur, et la pompe va chasser de l'air et va surélever un peu ce mobile, de sorte qu'il va être sur un coussin d'air et se déplacer sans frottement. L'électricité lui permet aussi d'envoyer des petites étincelles, ce qui va permettre de marquer à intervalles de temps réguliers son passage sur la feuille. Je vous montre cette petite vidéo. Donc là, on voit bien les points qui ont été marqués par le mobile autoporteur. On voit qu'ils sont ici très rapprochés, mais on peut choisir de les faire moins rapprochés. Il y a une possibilité de sélectionner un temps plus long entre deux étincelles. Voilà, là on a une trajectoire curviligne. Et voilà le dispositif. Voilà, nous avions un deuxième exercice à faire. Cette fois-ci le 26, page 173. Donc, cette fois-ci, on décrit le mouvement de la station spatiale internationale, ISS. Et pareil, on a des coordonnées qui avaient été fournies auparavant, qui nous ont permis de tracer des vecteurs vitesse par un script Python que l'on va voir juste après. Tout d'abord, on avait une première question qui était indiquer le référentiel dans lequel le mouvement de l'ISS est celui de la figure ci-dessous. Alors, donc pour cette question, on a vu l'autre fois en cours que le référentiel adapté pour décrire la trajectoire de mouvement des satellites autour de la Terre était le référentiel géocentrique. Comme ça, il permet de s'affranchir de la rotation de la Terre elle-même. Il y a une deuxième question. En analysant la figure, décrire le mouvement de la station spatiale dans ce référentiel. Alors, tout d'abord, le mouvement est circulaire, puisqu'on voit que l'ensemble des points sont sur un cercle, donc on peut parler de trajectoire circulaire. Ensuite, on voit que l'espacement entre les points est constant, c'est-à-dire l'espacement est égal, et donc on voit aussi que les vecteurs de vitesse ont la même valeur. Donc, on va pouvoir parler de mouvement circulaire uniforme. Ce qu'on appelle le rayon de l'orbite, c'est la distance entre le centre de la Terre et la station internationale. Donc, ici, on voyait qu'on avait 400 km qui était en fait l'altitude. Et donc ça, c'est une donnée que l'on pouvait vérifier sur Internet si vous aviez un doute. 400 km, on peut lire sur le graphique, c'est vraiment l'altitude de la station internationale. Et donc si vous voulez le rayon de l'orbite, il faut rajouter le rayon de la Terre. Voilà pourquoi il y avait cette donnée en plus. Donc le rayon de l'orbite, finalement, il fallait ajouter l'altitude et le rayon terrestre, et on trouvait 6,8 fois 10 puissance 3 km. Il fallait en déduire la longueur de l'orbite. Alors la longueur de l'orbite, c'est la distance parcourue. C'est donc la circonférence du cercle, donnée par la formule. Eh bien, je l'ai appelée L, est égale à 2 fois pi fois R. Et on trouve 4,3 fois 10 puissance 4 km. Dans la question suivante, la question 4, on nous demandait de calculer la vitesse moyenne de la station autour de la Terre. Donc, on prenait la distance parcourue sur une rotation, sur un tour. Donc, c'est la valeur de L qu'on a calculée précédemment, divisée par la durée de ce parcours qui vaut, 12 fois delta t. Alors, pourquoi 12 fois delta t? Parce que la durée delta t, c'est la durée entre deux points. Et il suffit de compter combien de fois cette durée doit être accomplie pour faire un tour complet, pour avoir la durée totale d'un tour. On en compte 12. Donc il suffit de faire ce calcul, et on trouve 2,9 fois 10 puissance 4 km par heure, soit 29 000 km par heure. Donc c'est énorme. Et pour rappel, on est dans la
dans le référentiel géocentrique pour évaluer cette vitesse. Enfin, les questions d'après étaient plus sur Python. Donc on nous demandait de compléter la ligne 15 en donnant le nombre n de positions adoptées par l'ISS au cours du mouvement. Et on pourra céder du graphique. Donc sur le graphique, on voit qu'il y a 12 points. Ça va correspondre à n égale 12. Bon, là on nous disait que le nombre de positions correspondait à n. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà chargé le programme qu'on nous proposait. Et donc là, on voit que par rapport aux exercices précédents, on va avoir les deux dimensions. C'est-à-dire, on va avoir les coordonnées en x et les coordonnées en y. Là encore, on aurait pu travailler avec des listes. C'est-à-dire que la fonction numpy n'était pas obligatoire. Mais bon, là, j'ai pas trouvé utile de la modifier. Donc on venait de trouver que n, c'était le nombre de positions. Faut surtout pas laisser les petits points. Donc on les enlève. Et à la place, je vais donc mettre 12. Voilà. Ensuite, il y avait la question 5b qui demandait de compléter les lignes 18 et 19 pour calculer la valeur de la vitesse du point A à la position I. Alors là, on s'inspirait des scripts qu'on a vus dans les exercices précédents. C'est-à-dire que pour calculer la vitesse en un point quelconque, eh bien on prend la distance après moins la distance du point même, et on va diviser par dt. Sauf que là, on va le faire pour la coordonnée x et la coordonnée y. Donc, en s'inspirant des scripts précédents, on tapait ici k plus 1, c'est-à-dire la coordonnée du point d'après, moins k, la coordonnée du point où on aimerait bien connaître la vitesse. Donc là, on a calculé la vitesse en x. On fait la même chose pour la vitesse en y. Voilà. Donc là, j'ai rempli ces petits points-là. Et on voit qu'il y a encore ici des petits points à compléter. Ça, c'était la question C. Compléter la ligne 23 pour qu'elle trace le vecteur vitesse associé au point A à la position I. Eh bien, en fait, là, c'est pareil. On peut s'inspirer des scripts qu'on a vus précédemment. Mais c'est tout simplement K. Hop. J'ai perdu le crochet. Et K ici également. On vérifie qu'il n'y a pas des petits points qui restent. On peut tester le programme. Donc, on fait exécuter. Et voilà. Donc, on obtient bien une figure qui est celle qu'on avait dans le livre. On voit bien, encore une fois, que sur cette figure, et donc là, c'est plus gros que tout à l'heure, on voit bien sur cette figure que, eh bien, on a des vecteurs vitesse qui ont la même valeur, montrant ainsi un mouvement circulaire uniforme. Allez, à vous de jouer!